Hola a todos, les saluda Jean-Marcus. Aquí les dejo a todos ustedes con nuestro inmortal, nuestro orgullo, el glorioso Dany Laferrière, en su participación en l'autre festival au Salon du Livre des Palais des Papes d'Avignon, France, en este año. Y aprovecho para invitarles a todos que al final de este video que preste mucha atención con el propósito de este canal tuyo, Haitianos Hispanoamericanos. Para mí es un gran orgullo de haber conocerle en persona, todo un caballero, muy amable como es su persona. Sin más ni menos, señores, Dany Laferrière. Nous vivons un temps où on fait ce qu'on veut avec son corps, avec ses cheveux. Bon, il n'y a pas de permission à demander à personne de donner une couleur différente à ses cheveux. Quant à pourquoi il est blanc, eh bien il ne l'est pas. Il n'y a personne qui soit blanc comme ça. Et c'est les noirs, quand on les dessine, on croit toujours qu'il faut noircir leur corps ou leur visage, alors qu'il s'agit tout simplement de dessiner les contours des gens. Il n'y a personne, s'il n'est pas blanc, personne n'est blanc comme ça. Alors à quelqu'un qui avait vu la couverture du premier livre dessiné que j'avais fait, qui s'appelle Autoportrait de Paris avec chat, il a insisté vraiment, un journaliste, pour que je donne une explication acceptable de cette chose absolument inacceptable, un blanc et de dire que c'est un noir. Et j'ai dit, mais c'est étrange que vous soyez complètement obnubilé par cela, alors qu'il y a à côté de ce petit garçon, ou de cet homme, de ce narrateur, un autre personnage beaucoup plus exceptionnel, beaucoup plus, qui devrait vous interdire même de respirer, c'est un chat en train de boire du vin. Vous l'auriez vu si vous avez vu la couverture du livre, et c'est étonnant hein, qu'un chat en train de boire du vin et de converser à propos de Malraux n'étonne pas. Donc les questions de couleur, qui sont des questions sans importance en réalité, continuent à fasciner l'humanité, on ne comprend pas pourquoi. Donc voilà. Alors ce petit texte que j'ai écrit un peu en haut comme ça, j'étais tellement impressionné d'avoir fait un personnage qui pourrait ressembler au Petit Prince avec des étoiles, que je me suis dit ça doit être banal d'écrire un texte, et j'ai écrit un texte, voilà. Et très rapidement, avant de lire le livre, et je vais vous lire ce texte. J'ai toujours rêvé d'une biographie qui exclurait les dates et les lieux, pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations, même fugaces. La première fois que j'ai vu une libellule, la première fois que je suis rentré dans la mer en ignorant qu'il fallait savoir nager, la fois que j'ai assisté à l'exécution de prisonniers politiques près du cimetière de Port-au-Prince, le dernier regard de ma mère, me voyant partir en exil, ma première promenade dans la cour de l'académie, et toutes les fois que j'ai regardé un ciel étoilé en espérant trouver la Lignea Estrellita, qui est le personnage d'un roman de grand écrivain haïtien, Jacques-Séverin Alexis. Donc c'est ça, résumé, cette autobiographie sans date ni lieu, sans race, ni sexe, ni rang, ni classe, cette biographie de tout être humain, résumé ainsi par quelques petites phrases, je crois, qui pourraient résumer en fait notre vie. Des phrases essentielles, souvent, beaucoup de premières fois. Et qui se souvient de la première fois où il a embrassé quelqu'un d'autre? Qui se souvient de ce qu'il a fait après? Oui. C'est vrai la première fois, oui. Mais la deuxième fois, c'est plus difficile. Peut-être le même bon. Et donc, voilà. Alors, toute cette histoire a commencé dans une petite ville d'Haïti qui s'appelle Petit Goâve. Et je vous rappelle que j'ai fait ces dessins-là il y a 3 ans, 2 ans, non même pas, ça c'est cette année. Et je savais à peine dessiner, je ne dessinais presque pas. J'ai voulu dessiner parce que j'en avais le droit. Et surtout parce que je n'avais demandé le droit à personne. C'est Mozart, qui est un jeune musicien de 26 ans, a demandé « Est-ce que je peux faire un concert maître ?» Et Mozart a dit « Mais non, bien sûr que non. » Il a dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Mais parce que vous êtes trop jeune. » Il a dit « Mais maître, vous avez fait un concert à 4 ans, paraît-il. »
Il dit oui, mais j'avais jamais demandé la permission à personne. Donc vous êtes trop jeune si vous demandez la permission, quel que soit votre âge. Donc je me suis dit, j'ai le droit de décider et de faire comme je veux, et surtout de me référer à cette culture haïtienne où la peinture a une place extrêmement importante. On verra tout à l'heure Malraux qui viendra voir cette peinture juste l'année de sa mort, et en 76. Et cette peinture où les couleurs on chante littéralement. Alors je me suis rappelé de cet art-là, et pour me rappeler aussi que mon enfance fut une fête, étrange fête, puisqu'elle se passait au cœur même d'une des dictatures les plus effroyables de notre époque, celle de Papadoc, celle de Duvalier. Et ce n'est que très tard, au moment d'écrire un livre en 91, très très tard, L'odeur du café, sur ma grand-mère, avec laquelle j'ai passé cette enfance, que je me suis inquiété de cette chose étrange, une enfance heureuse sous la dictature. Et comme j'écrivais un livre qui est la meilleure façon de se pencher sur un moment, et de façon, tous les détails possibles, avec acuité, comme me disait un petit garçon, mais comment ça se fait, monsieur, que vous vous rappelez de votre enfance, vous vous rappelez de tout? Eh bien, parce que je suis un professionnel de mon enfance. J'ai passé au moins 20 ans à y penser chaque jour, puisque j'ai beaucoup écrit sur mon enfance. C'est normal, la première fois, j'avais rien que de petites images, une toupie, mais quand vous y allez chaque jour, vous allez voir, c'est comme une bobine de fil. Une image en amène une autre. Donc, nous passons notre vie sans y penser. Nous sommes rarement des professionnels de notre vie, d'ailleurs. Nous connaissons bien la vie de nos voisins. Pas assez la nôtre. Peut-être qu'il faudrait demander à notre voisin à propos de notre vie. On fait trop de bruit la nuit? Oui, alors là, donc cette enfance que j'ai découverte en y pensant régulièrement, en y allant au bureau, penché sur la machine à écrire à l'époque, et c'est comme ça qu'on fait, disons, apparaître les détails de son enfance. Et c'est là que je me suis dit, mais il se passe quelque chose d'étrange. Qui sont tous ces gens qui m'encerclent? Et c'était ma mère, avant qu'elle ne parte au Port-au-Prince, ma grand-mère, ma tante Ninine, tante Gilberte, tante Renée, tante Raymonde, qui est ma marraine. Et chacune de ces femmes avait une couleur qui était la couleur de leur saint patron. Et elles, comme elles étaient toutes couturières, elles me faisaient des petits costumes de couleurs étranges. Il y avait des couleurs qui étaient acceptables. Le marron, qui était, je crois, c'est la couleur de Saint-Antoine, et ma mère, c'est le bleu de Marie, elle s'appelle Marie aussi. Mais enfin, des rouges, un costume rouge sur le petit garçon, c'était absolument étrange. Donc j'avais 6 tantes folles, littéralement. Dans une maison où il n'y avait qu'un seul homme, mon grand-père, où les hommes avaient peur de venir parce qu'elles étaient toutes ironiques, sarcastiques. Et je me souviens quand j'étais élevé dans la chambre des dames, littéralement, et quand ma mère, qui était la première à avoir un enfant, donc ça veut dire les autres étaient des jeunes filles, je pouvais entendre ce qu'elle disait, comment elles se séparaient, elles se partageaient le bal, tous les hommes du bal. Et comment elles devraient faire pour ignorer ceux qui devraient les suivre, et comment, et c'est là que j'ai compris les formes les plus complexes de la séduction. Et c'est pour ça que j'ai été littéralement élevé dans cette éducation. Elle ne faisait pas attention à moi. Et j'étais carrément l'ennemi qui était à l'intérieur de cette chambre et qui observait et qui depuis a connu un peu la psychologie profonde. Et comment elle avait dit, étant très monde, c'est choisir l'homme qui vous choisira. Ça paraît simple, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Dans une version plus complexe encore, évitez l'homme qui vous choisira. Donc c'est très complexe et je crois que c'est ça qui m'a aidé à l'écriture, cette vision extrêmement complexe de la vie et formulée en des choses, formules très très simples. On dirait que ce sont des images qu'elle voyait et c'est directement, et c'est rentré dans la tête et dans le cœur de ce petit garçon.
Alors, là, il y a ma grand-mère qui est là, vous voyez un canard. Ce canard va me faire découvrir une chose d'une intelligence profonde. Chaque matin, le canard vient et fonce sur ma grand-mère, il lui fait des coins sonores, mais vraiment fâchés. Et un jour, j'ai dit à ma grand-mère, mais pourquoi cette scène? Elle me dit, le canard, qui est au courant, les animaux sont pas tous, mais certains sont au courant de la mort. Le canard essaie de me dire la date de ma mort, et comme elle voit que je m'en fous, alors ça l'énerve. Et d'abord, il y a deux informations dans cela. C'est que j'ai appris d'abord qu'il fallait, quand il y a des gens qui veulent vraiment vous apprendre des choses sur vous, et ça les énerve si vous ne faites pas attention. Même si vous êtes intéressé, faites semblant de ne pas prêter attention. Parce que les gens, ils ont ce côté morbide de vous annoncer des nouvelles sur vous qu'ils ne devraient pas faire d'abord. Donc, ça énerve le canard que ma grand-mère ne s'intéresse pas à sa mort. Et c'est terrible. C'est le pouvoir des médecins. Ça énerve le canard que ma grand-mère ne s'intéresse pas à sa mort. D'ailleurs, à cette grand-mère, j'ai posé la question bien plus tard, toute simple. Da, elle s'appelait. Da, qu'est-ce que la mort? Et elle a eu cette réponse qui est l'une des plus brèves et peut-être des plus rassurantes sur la question la plus angoissante de notre espèce, toute catégorie, tout continent. Qu'est-ce que la mort? Elle a dit, tu verras. Il semble que ça élimine une grande partie de la bibliothèque. Il est parti en fumée. Le fameux tu verras, c'est la réponse la plus sage à une question dont on ne connaît pas la réponse. Tu verras. Et tu verras, c'est vrai que l'idée d'attendre que les choses se passent, vous voyez, c'est partout. Hein. Vous ouvrez la télévision, tout le monde veut vous dire ce qui va se passer. C'est-à-dire, et tout le monde, personne ne veut attendre, même si dans 5 minutes, quelqu'un va lire la nouvelle exacte. Vous savez, un tel qui était à l'hôpital, il n'est pas malade, il va sortir. Juste 5 minutes attendre que cette nouvelle soit donnée par un médecin. Eh bien, tous les gens qui regardent la télé veulent savoir ça avant. Comme d'ailleurs, les journalistes me demandent, et je devais faire une oraison funèbre. Qu'est-ce que vous allez dire à propos de la mort avant de dire oraison funèbre? Mais j'ai dit, mais je vais faire le discours que j'ai préparé. Oui, mais qu'est-ce que vous allez dire dans ce discours? Mais pourquoi vous voulez savoir? Mais pour le faire savoir aux gens. Mais c'est à eux que j'ai parlé dans 10 minutes. Alors vous voulez que ce soit vous qui leur disent pour qu'ils soient préparés à entendre ce que je vais dire. Il dit, oui, mais vous avez plus de pages que moi. Donc il voulait donner le résumé. Donc cette attente, cette impatience, dès qu'il y a une campagne électorale, pendant toute une année, on a savoir qui doit gagner par les sondages. On veut savoir, on ne veut pas attendre. Donc le fameux tu verras. Tu verras, c'est le premier conseil, c'est simplement attendre. On va tout vous dire. Et vous allez surtout effacer de votre esprit cette fébrilité qui doit avoir un impact négatif sur vos nerfs, puisque cette fébrilité n'est pas la bonne. Soyez fébrile pour vos amours, soyez fébrile en regardant les paysages, soyez fébrile en dessinant, mais ne soyez pas fébrile pour attendre une nouvelle qui va venir qui ne vous intéresse pas. Donc c'est cette chose que j'ai appris, c'est ça? C'est quand même à l'académie. Nous, à l'académie, on fait plein de fautes parce que c'est notre caractère. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas d'académie. C'est comme les policiers, leurs meilleurs amis, c'est les voleurs. C'est pas vous, hein, c'est pas la victime, c'est le voleur. Donc, finalement, cette enfance où j'ai appris beaucoup de choses, une autre forme, s'est passée sur la galerie avec ma grand-mère pendant qu'elle buvait son café et que moi j'observais les fourmis qui se déplaçaient. Pour l'enfant que nous fûmes tous, cette scène des fourmis qui a tant impressionné La Fontaine aussi, et qui lui a fait dire un jour qu'il était en retard à un rendez-vous avec le roi, ça n'existe pas, eh bien il était en retard, La Fontaine, un peu impertinent d'ailleurs, quand on lui a demandé la cause, Louis XIV lui a demandé la cause de ce retard, il a dit, j'étais à des funérailles, aux funérailles d'une fourmi. Voilà, tout roi que vous soyez, vous devez vous incliner devant la mort, il paraît. Donc c'était cela. Alors ces fourmis que j'observais et qui se révélaient être
l'envers du décor, et même aussi le miroir de ce qui se passait dans la rue, les gens qui s'agitaient, toute cette agitation étrange que je ne comprenais pas, alors que je comprenais très bien ce que faisaient les fourmis. Cet univers m'impressionnait. D'abord, leur morphologie était absolument... Pourquoi elles ont toutes de grosses fesses? Je n'ai jamais compris. Mais elles doivent s'appeler toutes Suzanne. Excusez-moi, Suzanne. Ces fourmis qui donnaient l'impression d'une grande courtoisie, vous avez remarqué qu'elles s'arrêtent toujours pour se toucher le nez dès qu'elles se croisaient. Et des fois même, elles faisaient en diagonale pour aller se saluer. Ces fourmis qui étaient toujours au travail, qu'on se demande même s'il y a un syndicat de fourmis, parce que sinon il ne fait pas son travail, puisque les fourmis sont toujours en train de travailler. Donc il faudrait quand même des repos. Bon, je n'ose pas dire le mot retraite en France. Mais à quand la retraite pour les fourmis? Et donc, ces fourmis qui me donnaient l'illusion d'un monde extraordinairement harmonieux, alors que les gens que je voyais dans la rue étaient beaucoup plus agités. Mais ces gens-là, ils s'arrêtaient toujours devant ma grand-mère et qui leur offrait une tasse de café. Café de thym, café des palmes. Et quelqu'un qui a bu une bonne tasse de café s'arrête toujours, soulève son chapeau pour saluer, non pas Da pour remercier Da, mais pour saluer le café lui-même. Le café, c'est extraordinaire. Il y a un vers de Saint-Jean-de-Perse qui le dit bien. Et tous les gens qui ont été en vacances et qui avaient leur chambre en haut doivent connaître ce vers. Saint-Jean-de-Perse dit: le café est déjà dans l'escalier. C'est la Rome. Le café, il nous réveille et il est déjà dans l'escalier. Quand il vient vers nous, il y a un bonheur du matin qui arrive avec le café dans cette précipitation et ces petits bruits claquants. Donc ce café de thym déliait les langues. Et les gens parlaient, racontaient leurs histoires, leur quotidien à ma grand-mère. Et toutes ces histoires-là étaient stockées quelque part dans sa tête, comme toutes les douleurs de cette ville se retrouvaient dans des cristaux dans son corps. Et moi, je n'étais pas censé écouter. Et moi, je n'étais pas censé parler. Les enfants, en Haïti, ne parlent pas, ni n'adressent pas la parole aux adultes, ni ne leur regardent dans les yeux. Eh bien, c'est une bonne école. D'ailleurs, je l'ai suivi en entrant à l'académie, vous passez 6 mois sans parler. À l'époque où vous n'avez pas fixé la date d'entrée à 75 ans, il y en a qui passaient tout droit. Ils n'avaient pas eu le temps de parler, c'était bon. C'était 3 ans. Sans une parole, comme on dit. Il est arrivé en silence, il est parti comme il a vu. Et c'était des savants, il y avait de grands savants qui passaient comme ça. Donc, même quand vous ne parlez pas, vous observez avec acuité. Parler, c'est rompre le bruit, c'est rompre le rituel. C'est donner une observation alors qu'on n'a pas la sagesse pour la donner. C'est rompre le spectacle. Écouter quelqu'un qui vous parle, c'est déjà ordonner un univers. Mais écouter sans qu'on vous parle, vous avez toute liberté d'ajouter votre imaginaire à cet univers construit devant vous. Alors là, c'est là que j'ai appris que ma grand-mère était la narratrice universelle, que la tasse de café, le café lui-même était comme l'encre, que la cafetière était comme la lampe d'Aladin, et que les personnages du grand roman qui passaient dans la rue et qui racontaient leurs histoires à ma grand-mère, qu'elle détricotait et intervenait avec agilité, avec astuce, avec intelligence, pour essayer de relier, retisser les liens de ce roman, en disant à Baptiste, qui lui dit: Da, j'ai rencontré Jérôme, il m'a même pas salué, tu sais pas ce que je lui ai fait. Mais Baptiste, tu ne sais pas, sa femme est à l'hôpital depuis 3 jours. Ah, il m'a pas vu avant. Ah, je vais le trouver. Je vais aller à l'hôpital avec lui. Et voilà comment discrètement la narratrice intervient. Pas toujours, parce qu'elle laisse couler les choses, l'ordinaire des jours, tout n'est pas à dire à l'autre, parce que l'oreille de ma grand-mère, c'est une oreille sacrée. Elle n'intervient que si elle peut légèrement influer sur le cours des choses et sans intervenir dans la trame profonde du récit. Et voilà le petit garçon de 5 ans en train d'apprendre l'un des plus grands mystères de la vie.
C'est-à-dire que la vie ne se passe pas dans une autonomie totale de chaque être, mais que nous sommes tissés entre nous par des liens subtils et invisibles qu'un artiste, qu'un écrivain, qu'un lecteur peut voir, et qu'on verra encore mieux si on ferme les yeux. Voilà que je suis en train d'apprendre le premier et le dernier cours d'écriture de ma vie, par une dame qui ne lisait pas, ou qui lisait, ou qui écrivait, mais qui n'écrivait pas à la plume ni au dessin, qui écrivait le grand roman de Petit Goave. Elle a en tête, elle connaît toutes les histoires, elle connaît tous les gens, elle sait quand elle doit intervenir, elle s'occupe de son petit-fils. Moi, j'ignorais qu'elle savait que je faisais ça. Quand j'ai écrit mon premier roman, je lui ai envoyé, elle dit, oui, je t'avais remarqué. Et peut-être que l'oreille qui écoute peut se voir. On peut sentir que quelqu'un nous écoute, d'ailleurs, on sait. Quand on parle, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait un silence qui est plus silencieux que le silence. On se dit, il n'est pas silencieux, il écoute. Il nous écoute. Il nous écoute. Et il y a des silences qui sont bavards, il y a des silences qui sont sans importance, ordinaires, il y a des silences profonds, il y a des silences puissants, et il y a des silences qui écoutent. Donc ça veut dire que cette narratrice qui est assise là où vous la voyez avec sa tasse de café, était en train d'orchestrer quelque chose d'immense, des dialogues, des sensations, des émotions fugaces, des émotions profondes, et était en train d'orchestrer toute une ville. Et je suis sûr que pour boire ce café de Da, des gens dérivaient de leur chemin, de leur parcours, pour aller passer devant chez elle et avoir ce café. Mais je suis sûr surtout qu'elle le savait. C'est le rêve de tout écrivain qu'on dérive de sa route pour entrer dans une librairie et acheter son livre. Ma grand-mère publiait chaque après-midi son livre. Ah, ma mère, Port-au-Prince, vous avez vu, un désordre permanent. Je venais d'une petite ville organisée où les gens sentaient la feuille, comme on disait, nègre-feuille, parce que nous étions proches de la nature, ce qui est mal vu par les gens de Port-au-Prince. Moi, je suis un provincial. Nous, les provinciaux, nous n'aimons pas trop les gens des grandes villes. Ils sont un peu arrogants. Je me souviens d'une dame qui passait dans une voiture avec son mari, et devant chez nous, ma grand-mère était là, moi, les fourmis bien sûr, un monsieur en train de boire une tasse de café, et j'ai entendu dire, bon Dieu, dans cette vie, il n'y a pas de cinéma, pas de radio, pas de télé, ils ne se parlent même pas. Mon Dieu, quelle vie! C'est incroyable. Parce qu'on regarde la nature, parce qu'on écoute de vraies conversations et non la télé, on les vu avec mépris. Cette qualité de vie, d'ailleurs, on poussait la chose jusqu'à dire, ils sentent les feuilles. Ils se frottent trop. Parce qu'on se frotte beaucoup, on prend des bains avec des feuilles d'oranger, on se frotte, on sentait la feuille alors que eux, ils sentent la gasoline. Alors, Port-au-Prince sent la gasoline le matin, et le ylang le soir, au moins, et le jasmin dans la nuit. C'est quand même une ville à 3 odeurs, mais Port-au-Prince se trouve ma mère. Mon père est parti en exil, et ma mère est là, et la relation entre ma mère et moi était plus que profonde. Je ne vous dirai pas, simplement vous dire que l'affaire des Italiens et des Juifs, c'est de la petite pierre. Ma mère me donnait le bain jusqu'à 21 ans. Ah oui. À 40 ans, je suis rentré en Haïti, et comme je racontais ces histoires, les gens ne me croyaient pas. Et il y a une équipe de télévision qui a décidé de me suivre pour me filmer. Et on est allé chez moi, et ma mère qui fait son truc, sa dame, puis indépendante. Et puis elle est là, naturellement, quand elle est raide comme ça, je sais qu'elle est sous la douleur totale. Vous savez pourquoi? Parce que ma mère était un spécialiste qui apprivoise les douleurs. C'est-à-dire, elle a mal à la tête, elle ne prendra pas une pilule. Alors j'ai dit un jour, mais maman, pourquoi tu ne prends pas une pilule si tu as mal à la tête? Alors, c'est arrivé depuis l'exil de son mari. Elle m'a dit, cette petite douleur m'empêche de penser à une plus grande. Et tous les gens qui font des hiérarchies de douleur. À un certain moment dans la vie, on fait des hiérarchies de douleur. Alors, cette mère-là avec qui j'étais un peu... Alors, pour finir l'histoire, à un moment donné, j'ai fait signe au caméraman qui était un peu de l'autre côté, de passer par la cour.
Alors il est allé à la cour, on a toujours dans notre cour une cuvette d'eau blanche, pleine d'eau fraîche, pour quelqu'un qui vient d'arriver dans la maison et qui voudrait se laver le visage et les mains. Je vais pour me laver les mains, j'entends c'est ma mère. Elle arrive, elle me prend les mains carrément, et puis elle commence à me laver les mains. J'ai dit, mais maman, j'ai 40 ans. Elle me dit, tu les as tous eus devant moi? J'ai dit, non, mais je suis parti en exil aussi. Elle dit, mais les années où tu n'es pas là, ça compte pas. Je me les avoir devant elle pour que ça ait un peu de sens. Alors j'ai résisté quand même. J'ai dit non. Tu m'avais appris très très jeune pour laver la main gauche, il faut prendre la main droite et ainsi de suite. Je sais me laver la main. Vous n'avez pas compris maintenant que j'ai perdu, je comprends très bien. Très bien, ce qui était en train de se faire, c'est une des plus anciennes cérémonies humaines. La mère lave son fils, un mari a lavé son fils. Après la crucifixion, les mères lavent leurs enfants. Donc, je n'avais pas compris, parce que j'étais resté un peu, disons, complètement, enfin, la dernière fois qu'elle m'a vraiment lavé, c'était les soucis avec son crachat. Et là, c'est pas bon, là. Tu es un grand garçon, tu vas à l'école et ta mère, au dernier moment, passe ta main sur la langue pour te lisser le souci. Ça donne une image. Tu t'en remets pas. Tu ne t'en remets pas. Mais c'est ce que font tous les animaux, les chats, les trucs, ils lavent leurs petits. Mais le petit avait 40 ans. Alors, cette femme que vous voyez là, qui a perdu son mari, et très jeune aussi, qui est parti en exil, qui n'est jamais revenu, et dont j'ai rapporté la nouvelle de sa mort dans un livre qui s'appelle L'énigme du retour. Cette femme avec qui j'ai eu une relation plus que fusionnelle, et bien voilà, la voilà, c'était quand elle était toute jeune, qu'elle a appelé le temps d'avant, quand elle ne m'avait pas eu. Encore, elle déteste cette coiffure, et c'est une photo que j'ai eue d'elle, et le jour où mon père était passé un coup de vent pour se fiancer, avant de filer vers le sud, régler des problèmes politiques. N'épousez jamais quelqu'un qui fait de la politique. Et là, il y avait, elle s'était préparée, et puis la personne qui a fait la coiffure avait fait une coiffure trop gonflée en haut, elle s'en remet pas, elle déteste la photo, mais c'est la photo qu'elle préfère, enfin, c'est la photo de ses fiançailles avec son homme, mais en même temps, c'est une photo qu'elle déteste parce que la coiffure n'était pas celle qu'elle voulait. Donc, toutes ces petites choses, ces petits détails que j'ai stockés, qui ont l'air sans intérêt, et dont Stendhal a dit que ce sont les détails qui font vrai, ces petits détails qui font vrai, et c'est ça qui est au cœur de la littérature. Édouard Glissant a un mot plus juste encore. Il dit que souvent, en littérature, pour expliquer cela, on oppose le vrai et le vraisemblable. On dit qu'il ne s'agit pas que ce soit vrai, il faut que ce soit vraisemblable. Glissant ajoute un autre. Il dit l'opposition n'est pas entre le vrai et le vraisemblable, c'est le vivant qui compte. Ce n'est ni le vrai ni le vraisemblable, c'est le vivant. C'est-à-dire, écrire, c'est rester devant la page jusqu'à ce que le vivant apparaisse. C'est le vivant. Le vivant, il est indiscutable. Le vraisemblable est un artifice parce que nous faisons comme si c'était vrai et nous pouvons gonfler, disons, la ligne, gonfler l'édifice de l'image, la construction que nous faisons jusqu'à ce que l'image apparaisse, de petits détails pour que ça paraisse vrai ou vraisemblable. Mais vivant, on n'a pas besoin de ça. Le vivant, pour moi, c'est faire appel aussi, demander la contribution du lecteur. Il faut que le détail soit fugace. On ne s'en aperçoit même pas, qu'on puisse même, à nous lire, ne pas le voir. Et que ce détail s'infuse. Toute lecture ou écriture est une infusion, s'infuse à l'intérieur du lecteur, et qu'à un moment donné, sans que l'accumulation soit artificiellement faite, sans qu'on soit en train de prouver que ça s'est passé, brusquement, la réalité de cette histoire apparaît au lecteur. Brusquement, il est contaminé par des sensations, par des sens, par des épices. Il est contaminé au point il n'a pas vu ça venir. Il n'a pas vu ça venir. Il est pris dans
dans les filets, et non dans la séduction de cette histoire, de ce récit, il ne peut pas reculer en arrière. Moi j'appelle ça le mois de février au Québec. On ne peut pas reculer en arrière, mais l'hiver est encore devant nous. Donc on est pris, on est pris, sauf un brise-glace qui peut nous aider, on est pris en février, parce que janvier, on ne peut pas reculer, ce serait terrible si on était en janvier, on ne peut pas faire marche arrière, et on redoute ce qui pourrait venir. Il est dans l'histoire, la personne est dans l'histoire. Donc c'est doucement. Il y a des façons de tuer les gens comme ça. Vous mettez dans l'eau tiède et puis vous ajoutez tout doucement de l'eau chaude, de l'eau chaude, de l'eau chaude, jusqu'à ce que la personne soit cuite. Et si vous êtes cannibale, ou si vous avez des amis cannibales, vous les invitez, jusqu'à ce que la personne soit cuite sans le savoir. Donc n'en mettez pas trop, n'en mettez pas vite. Parce qu'au début, il va sentir cet effet, il va être amusé, il va. Et puis à un moment donné, il va faire une overdose. Les rats connaissent cette technique. En créole, on dit mort essoufflé. Il te mord et il souffle dessus. C'est pour ça que des gens disent qu'ils sont dévorés, les pieds dévorés par les rats, et c'est le lendemain matin qu'ils voient qu'ils étaient dévorés. Ah oui, c'est une technique de comment on dit ça quand on va faire une opération d'anesthésie. Une technique d'anesthésie, je ne sais pas si c'est dans leur bave, mais mort essoufflé. Donc c'est la technique du mort essoufflé qui vient d'Haïti, Bénédicte. La technique du bois essoufflé doit être employée en littérature et en toute forme de séduction. Bois essoufflé. N'y allez pas vite. Faites que la personne se retrouve dans un bain, dans un élément d'où il ne pourra pas sortir de sa propre conviction. Il ne veut pas sortir de là. C'est la meilleure chose. Et tous nous souvenons d'une journée où nous étions pris dans une lecture et que nous ne voulions pas quitter cette lecture. La mienne était scandaleuse. Je lisais un livre, je ne sais même plus quel livre en plus, et ma mère, ma grand-mère, toutes mes tantes étaient sur la galerie, dehors, ils parlaient, ils causaient, c'était l'été, il faisait bon, le ciel était étoilé, tout était bon, l'univers allait bien, et puisque on n'en savait rien, il n'y avait pas d'internet, l'univers allait bien, parce que l'univers était à ce moment-là, là où nous nous trouvions. C'est Jacques Chardon qui le dit. Quand j'écris il pleut, ça ne veut pas dire qu'il pleut sur la planète. Ça veut dire qu'il pleut là où je me trouve. Donc l'univers allait bien. Et puis, je me suis dit, si jamais il se passe quelque chose sur la galerie, ça me ferait vraiment de la peine de devoir fermer le livre. Ce quelque chose, c'était si jamais la foudre tombait et qu'elle tuait ma mère, ma tante, mes tantes, et ma grand-mère, ça me ferait vraiment mal de devoir fermer le livre pour aller voir ce qui se passe. Ça s'appelle de la littérature, de la lecture. Si jamais vous lisez un livre et que vous avez ce sentiment-là, ça me ferait grand plaisir. Bien sûr, dans la réalité, je ne voudrais pas ça, mais c'est comme si on interrompait un orgasme. C'est pas souhaité. C'est pas souhaité. Ah, j'ai d'autres rire. En parlant de cet orgasme, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de voyages. On parle beaucoup de voyages, on parle beaucoup de réfugiés, on parle beaucoup d'exilés, comme si le voyage n'existait plus. Comme si parce qu'un dictateur vous met à la porte, ce n'est plus un voyage, c'est un exil. Non. Non. Je pense que nous sommes mal identifiés, nous sommes des produits mal identifiés et qu'il faut toujours établir le vocabulaire. C'est Montaigne qui nous dit. Les questions politiques sont toujours des questions de grammaire. Il faut toujours établir le vocabulaire. Le dictateur m'envoie en exil. Mais moi, je pars en voyage. Il ne faut pas laisser... On passe son temps à se laisser nommer par celui dont on ne voudrait pas être l'ami. Parce que la violence du langage peut nous tatouer le corps. On se trompe. C'est à nous de nous identifier. Le dictateur, c'est lui qui est en exil. Il est en exil de la vie. Il ne peut pas quitter le pouvoir une seconde. Les gens qui sont autour de lui, ses amis, ils vont tous prendre sa place après une seconde. Toi aussi, mon fils, a dit César. Il ne peut pas quitter le pouvoir. C'est lui qui est en exil de la vie. Moi, je suis jeune homme de 23 ans. On m'envoie à Montréal. J'arrive dans cette ville
Et d'ailleurs, à Port-au-Prince, avec la dictature, on ne voyait jamais les filles le soir en train de prendre un verre de vin, de causer. J'arrive dans une ville, il n'y a que des filles le soir sur les terrasses, les cafés. Je dis, mon Dieu, sûrement on m'a envoyé pour ça, c'est une mission. C'est incroyable. Et je m'assois et puis elle me cause, on discute. La nuit, toute ville où les femmes sont dehors la nuit, c'est une ville civilisée. Parce que c'est là que j'ai appris, que j'ai compris que ma sœur était en exil de la nuit. Et que le monde entier vit mal, parce que la moitié du monde est en exil de la nuit. C'est pour ça qu'on n'a pas assez multiplié les arts, les gens qui pratiquent les arts. La nuit est fondatrice des arts. La nuit, le monde est au repos. C'est un autre peuple qui occupe la ville. Les gens sont, disons, ils sont au repos, comme on dit chez les militaires, repos. C'est-à-dire, ils n'ont plus le fardeau du travail. Vous croisez quelqu'un la nuit, vous lui dites pas, vous travaillez, comment ça va? Non, vous lui dites, vous prenez un verre. Alors le jour où vous croisez quelqu'un, vous lui dites, et comment ça va le travail? Si la personne est québécoise, elle va dire, oui, on travaille fort. Enfin, c'est ceux qui ne font rien. Je n'ai pas dit que les types ne font rien, mais c'est ceux qui ne font rien qui disent toujours on travaille fort. Les autres. Donc ça veut dire que la nuit, quand vous n'avez aucune prise sur la nuit, quand vous ne pouvez pas vivre la nuit, quand vous ne voyez pas les gens les bras baissés, quand vous ne voyez pas les masques légèrement sortis du visage, comment vous pouvez créer des personnages intéressants? On a volé cette partie du monde et les imaginaires que peuvent produire ces nuits continues aux femmes. Parce qu'on parle toujours, les gens, toutes sortes de choses graves et importantes, mais ça, c'est une chose grave. Ma sœur n'a jamais été dans un café un soir sans savoir qu'elle doit rentrer, sans regarder à quelle heure, s'il y a un taxi, sans que sa mère ne lui téléphone pas chaque heure. La nuit infinie. Moi, je l'ai connue. Jusqu'à ce qu'on croise une vache chagalienne à un carrefour. C'est une vache qui a des dents encore. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh bien, me voilà dans mon élément, dans une baignoire. Je l'ai écrit déjà, je préfère une baignoire à l'océan Pacifique. Le voilà, c'est fait pour moi, c'est sur mesure, c'est comme le cercueil, c'est rond, comme le ventre de ma mère, le liquide amniotique, et le bain, je suis obsédé par ma mère. S'il y a des jeunes filles qui me regardaient là, je suis déjà perdu, parce que je suis obsédé par ma mère. Ça, c'est plein, je se lève au début, vous appelez ça mère. Alors, le vin qui est tout près de ma main, les fruits qui sont là, parce que je crois que lire est quelque chose d'hédoniste. Je crois que l'image qu'on a donnée à travers les siècles du lettré assis devant sa bibliothèque, où l'on trouve Sénèque, et où l'on trouve Euripide, et tout cela, les bibliothèques souvent jamais ouvertes, peut-être même pas bibliothèque, puisqu'on peut faire des faux. Et cette image-là est désastreuse pour les enfants. Ça intimide. Mon père m'avait donné rendez-vous dans son bureau. En entrant, je le voyais assis au loin dans la tête. C'est pas possible. On peut pas avoir envie de lire dans une condition pareille. Mais si vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans cette condition-là, eh bien, généralement, j'ai 3 filles, et bien voilà, elles ont envie de lire tout de suite aussi. Lire, c'est quelque chose qu'on peut faire avec plaisir. D'ailleurs, je vais prendre quelque chose qui ressemble à du thé. Nabokov. Merci monsieur, merci monsieur. Vous vous souvenez, dans l'émission avec Niveau, il avait fait mettre du thé dans une cafetière, mais en fait c'était pas cela, c'était de la vodka, c'était le thé russe. Et de temps en temps, Niveau lui disait encore, ah oui. Alors voilà pour moi comment on lit. On lit avec des fruits, on lit avec du vin, on lit dans sa baignoire. Bon, naturellement, ça demande une certaine technique. Ben oui. Il faut apprendre à ouvrir le robinet d'eau chaude, et il faut apprendre à fermer. Il faut avoir 5 serviettes.
À l'époque, vous savez qu'il fallait aller répondre au téléphone. Il fallait pas tomber par terre en faisant vite. Il faut une serviette par terre. Pour ne pas mouiller le livre, il faut une petite serviette à la main, pas loin. Il faut s'essuyer quand on doit changer les pages. Qu'on peut faire aussi avec un doigt, mais des fois. Et si jamais une jeune fille frappe à la porte, vous n'étiez pas au courant que votre porte, ou souvent peut-être la concierge, il faut mettre une bonne serviette autour de sa taille pour aller ouvrir et entendre la concierge vous dire, monsieur, ça fait 3 jours que vous êtes dans la mémoire. mais si on aime lire, de ce qu'on ne ferait pas. Donc l'idée, il y avait le bouquet. Pourquoi il y a tous ces livres un peu qui donnent l'impression que ma lecture se faisait uniquement avec Platon ou Homère? Parce que je venais d'arriver à Montréal et que les livres classiques ne coûtent jamais cher. C'est les mauvais livres comme les miens qui coûtent cher. Parce que ça demande pour l'éditer. Ensuite, le tirage, il n'est jamais trop grand. Donc, il faut faire les livres classiques. Si vous voulez acheter des livres pas chers, et généralement, ça devrait être donné comme la Bible, donc on est oui. Prenez l'Iliade. Ah bon, l'Iliade, non, parce que l'Iliade, c'est... Non, c'est pas bon, non. L'Iliade, c'est un beauté mondain de l'Antiquité. On voit des noms, Ajax, Achille, et des fois, quand il y a des guerres, on voit que des noms de gens, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. C'est un beauté mondain. Moi, à un moment donné, je me suis dit, il faut mettre le numéro de téléphone ou le courriel. Tellement, pourquoi on les appelle? Tellement il y a les dieux, il y a les guerriers, il y a tous plus bêtes que les autres, Achille encore, sauf Ulysse, Ulysse, impeccable. L'Odyssée, il s'est repris. Merveille. Ça, c'est la merveille du monde, c'est de livre bâti sur la merveille, d'ailleurs. De merveille en merveille. Et naturellement, c'est un livre qui doit faire, je ne sais pas, 450 pages au vu. Mais si vous voulez une lecture rapide, savoir ce qu'il y a là-dedans, écoutez Blondin. Antoine Blondin résume ça simplement. Ulysse, ta femme t'attend. Bon. Donc, il y a tous ces livres-là, parce que je ne les avais pas lus, j'en avais entendu parler, et j'avais décidé que j'allais les lire, et je les ai achetés à bon marché, très bon marché, dans une librairie d'occasion. Ça coûtait des centimes, $1, $1,50 pour lire les plus grands écrivains du monde. Et plus ils sont mauvais, plus c'est cher. Et puis deux des écrivains qui m'ont le plus intéressé, Montaigne, pour une page. Pour une page, c'est la première page qui a bouleversé la littérature du monde. Quand il se présente, il dit, bon, il n'a que lui, il se présente nu, il est là, juste devant vous, son histoire. Si elle ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Ça a une influence sur Brassens qui disait la bonne réputation, quelque chose. Si vous n'aimez pas ma chanson, je vous mets ça, je m'en vais, je sais pas. Ne vous laissez pas intimider par la littérature, vous n'aimez pas, passez votre chemin. Et Montaigne, quand il a dit ça, cette petite page où un homme a décidé de dire, un écrivain a décidé de dire simplement la chose, que lire, c'est aussi un plaisir, c'est aussi un goût, un désir personnel, qu'écrire, c'est pas toujours lui qui aimait tant, les écrivains de l'Antiquité, c'est pas toujours se mettre dans une forme difficile, incroyable, juste il a dit, bon, baissons le ton. Il faut voir l'image. C'est des siècles qui vont baisser le ton. Maintenant, trop bas, je trouve un peu trop bas. On peut dire maintenant, remontons légèrement le ton. Parce que là, mais c'est des siècles qui viennent de baisser le ton. C'est extraordinaire, tout le monde rêve de faire ça un jour. D'avoir vu quelque chose. D'avoir vu quelque chose. Il dit, pourquoi pas? Je n'ai que moi à vous offrir. Si vous vous en voulez pas, d'ailleurs, comme il a ajouté, moi-même, je ne me préfère pas. Donc, c'est vous dire, vous êtes libre. Donc, la liberté du lecteur est totale. Il a fini, rien que pour cette page-là, Montaigne a arrêté le Sphinx. À côté de lui, c'est Borges. Bon, que dire de Borges, que j'en parle chaque jour, partout. Depuis cette matinée où j'ai découvert cet écrivain, Jorge Borges, cet aveugle de Buenos Aires, tout ce qu'il dit, c'est le Midas de la littérature. Midas est mort parce que tout est devenu il ne pouvait pas manger. Et Borges, c'est presque la même chose, tout ce qu'il touche. La chose la plus banale. Il commence son autobiographie. Il était aveugle. Il écrit la cécité
comme la célébrité m'est venue un peu tard. En fond, c'est-à-dire, il ne se plaint pas. Il dit que quand il a été nommé directeur de la bibliothèque d'Argentine, il dit il m'ont donné en même temps le livre et la nuit. C'est ignorant à l'époque qu'il était le 4e aveugle à être directeur de la bibliothèque d'Argentine. D'ailleurs, j'attends d'être aveugle pour faire mal. Parce qu'il ne prend que des aveugles, paraît-il. Et ce même Borges, pour vous montrer comment il résout en termes simples des problèmes complexes. Quelqu'un lui demande la chose la plus banale. Parlez, le journaliste qui vous demande ça, qu'est-ce que vous répondez? Parlez-nous de vous, Georges Borges. Il dit que voulez-vous que je vous dise de moi? Je ne sais rien de moi, je ne sais même pas la date de ma mort. Référence à ma grand-mère, qui elle ne voulait pas savoir. Je ne sais même pas la date de ma mort. Il réactive des mots qui avaient un sens, dont on croyait que le sens était fixé à jamais. Le simple mot enthousiasme. Bon, assez complexe quand même, qui veut dire plein de Dieu, mais enthousiasme. Il dit j'ai envoyé un film à Hollywood, un scénario. Ils ont refusé les dialogues, ils ont refusé l'histoire, le récit, ils ont refusé les indications de costume que j'ai mis, ils ont refusé les indications de lieu de tournage, enfin, ils ont refusé mon scénario avec enthousiasme. Donc le mot enthousiasme prend brusquement un sens, et comme il aimait faire des plaisanteries rudes, et que les Argentins sont des êtres très étranges, puisque ce sont des Italiens qui parlent espagnol. Il dit, il y en a qui se contentent de détester les Italiens, moi je les calomnie. Donc il aime faire dans toutes les directions, donner une chance à l'humour, au sourire, pour essayer de décoincer les êtres. Parce que, comme il dit, les êtres aiment perdurer dans leur essence. Le tigre aime être tigre, l'homme aime être homme, la femme aime être femme. C'est terrible. C'est terrible, même les malades, presque les malades. Il y a quelque chose qui est chez nous qui fait que rien ne bouge parce que nous aimons perdurer dans notre essence. Et il écrit plein de choses, il écrit. Le premier livre que j'ai lu, c'était fiction. C'est un livre difficile et j'ai aimé tout d'un coup, j'ai trouvé l'écrivain de ma vie. Et quand j'ai lu ce texte, c'était une critique de livre, c'était une critique de livre. Et c'était un hindou qui avait écrit un roman qui se passait à Bombay et qui était... C'est une histoire un peu policier, mais en même temps, en fait, des détails, une montagne de détails de l'histoire, les influences, pour apprendre à la fin que ce n'était pas du tout une critique, c'était une nouvelle. Parce que le livre n'a pas existé, l'auteur n'a jamais existé, et toutes les références étaient fausses et imaginées. Et les références sont d'une précision, c'est à vous faire frémir, et tout était faux, totalement. Et tout était tellement vrai que c'est devenu une nouvelle. Quelqu'un qui peut faire avec une critique de livre une nouvelle extraordinaire, ne peut pas être totalement mauvais. Comme il dit d'ailleurs, une chose quand même importante pour notre époque, il dit on ne peut pas être intelligent sans être bon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une forme d'intelligence qui tue, mais c'est qu'il ne la reconnaît pas comme intelligence. Dans ce monde où nous croyons que tout ce qui est acide est intelligence, tout ce qui est sarcastique, comme a dit ma fille quand elle était toute petite, j'ai fait une blague avec elle, elle m'a dit, papa, on ne doit pas être sarcastique avec ceux qu'on aime. D'ailleurs, je ne savais même pas où est-ce qu'elle a appris sarcastique. On ne doit pas être sarcastique avec ceux qu'on aime. Donc c'est cela, tout ce qui est sarcasme, mais brillant n'est pas intelligence. Brillant n'est pas intelligence forcément. Pour lui, l'intelligence, être une intelligence avec quelqu'un, j'espère que ce ne soit pas avec l'ennemi, eh bien cette intelligence-là, elle ne peut que vous rendre bon. Si vous voulez savoir si c'est intelligent, regardez si c'est bon. Pour moi, c'est extraordinaire parce que pour moi, c'est l'être le plus intelligent, Borges. Avant même de connaître son idée d'intelligence. Et je ne me réfère pas à sa montée, je ne la connais pas, mais pour moi, c'était l'homme le plus intelligent. Est-ce que cet homme met en question la fonction qu'il définit? Puisque dès que quelqu'un dit le mot Borges, il dit intelligence. Et il dit non, c'est être bon qui compte.
C'est ça qui est intelligent. Comme il dit, j'étais de l'amitié. Mon père avait un ami anglais. Une de ses amitiés qui commence par le borborisme et finit dans le silence. On ne sait pas s'il n'y a aucune parole. Ah, ça c'est l'alphabet. Et à quelle heure on est là? C'est fini, l'alphabet. Je peux faire une journée, mais ah, vous aurez à descendre l'escalier. Ne vous précipitez pas. L'alphabet. Cet alphabet-là que j'ai lu sur le visage de ma grand-mère et où j'ai trouvé le W sur sa nuque, que j'ai appris sur ma grand-mère, cet alphabet, je veux lire en rendre hommage. Vous voyez là, en haut, les petites lettres, les voyelles, toutes pimpantes, snob comme pas une, elles se croient toujours au sommet de l'affaire. Vous savez, A. Il y a plus de temps qu'on a passé dans la dernière version du dictionnaire sur A que sur le tiers du dictionnaire. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est pépante. Alors que le W, par exemple, là on est à V, on sait bien que ça va glisser. Comme dans le ski. X, Y, Z, c'est de la plaisanterie, là. Ça se fait en un nuage. Mais A, beaucoup d'académiciens sont morts dans A. Donc c'est normal qu'elle soit un peu hein, elle se prenne pour ce qu'elle n'est pas. Et puis il y a une production aussi, cet alphabet produit du rêve, produit de la révolution, et c'est le Z, ça produit aussi un discours, il y a des voyages à bon marché, et des thèses, et les voyages à bon marché c'est moi. Depuis 1985, l'année de sortie de mon premier livre, je n'ai jamais payé un voyage jusqu'à aujourd'hui. Parce que je connais l'alphabet. Ça produit aussi du blabla, ça produit des choses comme ça. La nourriture principale, malheureusement, c'est la forêt. Et des productions en abstraites, c'est la métaphore et toutes sortes de choses. Ça produit aussi des pays colonisés. Des bibliothèques, des ministères, des écoles, de l'argent, enfin, c'est tout un monde, cet alphabet-là, mais c'est surtout quelque chose qui nous a sauvés de la mort, littéralement. Nous aurions été étouffés par le bruit s'il n'y avait pas l'alphabet qui permet à ce que des millions de personnes en ce moment dans le monde sont en train d'écrire et des millions d'autres sont en train de lire et tous doivent faire silence pour faire ce qu'ils font. Ce silence-là nous a sauvés. Imaginez s'il n'y avait pas le livre, déjà on ne pourrait même pas se promener des fois dans le métro. Si tout le monde se mettait à parler d'un coup, il n'y avait pas cet alphabet qui fait taire et produit du silence. Cet alphabet qui permet à des vivants de se taire en face des morts. Quand vous lisez un livre, l'auteur est mort depuis des siècles, il peut vous faire taire pendant 5 heures. Quelqu'un qui vous fait taire est plus vivant que vous. Je vous signale. Je vous signale. Cet alphabet qui nous sauve de l'angoisse de la nuit. Vous savez, il suffit de vouloir dormir, et si vous avez des choses à faire le lendemain, un peu beaucoup, vous ne pourrez pas dormir. À un moment donné, vous essayez de dire oui, bon, je passe chez le blanchisseur, je vais à la banque, je passe chez le blanchisseur, je vais chez le dentiste, je passe chez le blanchisseur, enfin, ça tourne en rond. Et ça fait 3 heures parce que nous sommes résistants. Il y en a plus résistants que d'autres. Mettons 1 heure pour quelqu'un de normal. Et bien vous vous énervez, vous vous levez, vous allumez la lumière, vous prenez 5 minutes, vous faites 1, blanchisseur, 2, dentiste, 3, bain, et puis vous mettez là, vous dormez la seconde d'après. L'alphabet vous a enlevé toute angoisse. Cet alphabet qui contient dans son sein et qui se propage dans les romans pour mettre de côté dans les bibliothèques tous nos rêves, toutes nos angoisses, toutes nos fabulations, toutes nos affabulations, toutes nos... Enfin, tout ce que toutes nos utopies, toutes nos haines qui fait que c'est pas Simon qui a tué, vous savez. Mais imaginez qu'il ne les a pas écrit ces livres-là. Donc, cet alphabet-là,
qui nous permet de croire que nous pouvons continuer à raconter des récits jusqu'à la fin du monde, parce que les récits engendrent des récits. Et les récits naissent des bibliothèques. Et les gens qui les écrivent naissent des bibliothèques. Je ne suis pas d'Haïti, ni de France, ni du Québec. Je suis de la bibliothèque. Puisque je suis écrivain et que je passe mon temps à boire de l'encre en espérant qu'elle devienne du sang. Merci. Il est bon. Ah oui. ¿Que tiene boca, no? Oui. La boca. C'est un écrivain que j'ai rencontré hier, Fabrice. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabrice Savageur, je suis écrivain aventurier, étrangement lié à votre vie d'Avignon. Hier, à 16h, j'allais faire imprimer 2 de mes derniers romans que je décidais de distribuer à l'aventure. Et en venant ici au Palais des Papes pour me renseigner sur une conférence qui avait pour thème l'histoire et la mémoire dans la littérature, je rentrais dans le Palais des Papes et je tombais sur Dany. Alors je lui disais bonjour, je lui disais Dany, est-ce que vous permettez que je vous lise un extrait de mon livre qui sera juste de la description de la première de couverture. Dany, gentiment, me dit oui, d'accord. Alors je me mets à trembler, vous voyez, je sais qu'il est à côté de moi. Et j'en vois dans son émotion, puisque j'ai l'habitude de la scène, j'ai rencontré plus de 100 000 lecteurs, parce que je suis parti avec mon premier roman à l'aventure de tous mes lecteurs, la rencontre. Le principe, c'était n'importe où, n'importe quand, jamais n'importe qui. Il y a plein d'Avignonnais, ça, peut-être pas parmi vous. Quand je dis plein, c'est peut-être 200. Et vous n'êtes pas franchement 10 000 ce soir, mais on est quand même un peu nombreux. Ceux qui ont pris mon livre Avignon, si vous les croisez, vont dire qu'ils l'ont adoré. Depuis le début, tout le monde a adoré. Mais bref, à la fin de cette petite lecture, Dany, il m'a dit, qu'est-ce que tu m'as dit à la fin? Je vais lui laisser dire, et moi après je vous donne rendez-vous à l'extérieur, et vous verrez mon livre, il a une particularité, même sous sa forme, il a quelque chose d'original, j'ai essayé d'en faire une œuvre d'art sous la forme la plus simple, et je vous ferai un spectacle juste en descendant à l'effort des escaliers, pas les débats parce que j'en ai fait plein, ceux qui veulent venir, je vous promets un grand moment de littérature, et d'aventure. Le livre s'appelle L'Aventure, merci pour votre attention, il a une histoire évidemment. Je voudrais, non mais je voudrais, parce que je lui ai pas fait un compliment que je n'avais pas pensé. Je voudrais juste 5 minutes, j'aimerais bien que tu lises l'extrait que tu m'avais lu. Mais tu n'as plus. Ça m'arrange que j'ai peur que je rencontre beaucoup de gens et je suis chanteur aussi. Tu n'as plus de voix? Si, ça va aller, mais le micro se fait pas. Eh bien oui, bien sûr. Je cherche un exemplaire, je crois. Oh là en bas. Mais il faut, on va descendre. C'est dans mon carton, je vois les opérés du jour, il y a 6 mois. C'est juste derrière le truc. Et voilà, moi je vais me concentrer. Et alors, vous êtes d'accord? Ah bon. C'est le permis. Oui, j'ai le permis. Mais je pense que faut le faire en bas. Oui. Voilà, Bon, alors, on va, c'est bon, moi je n'ai pas de questions. Et je me demande, est-ce que la directrice est là? Est-ce qu'il y avait parlé de signature, ou bien c'est fini, signature, ou quoi? Hein? Pour signer les livres, ou quoi que ce soit? Ah, c'est en bas. Eh bien, on descend. Aquí termina, mi gente, este video de nuestro Dany Laferrière. Y con este primer regalo se da un inicio a este canal, que es para todos mis paisanos haitianos de habla castellana. Y
¿Cuál es el propósito de este canal? Es llegarles a más y más a todos ustedes que están repartidos en todos los países de habla castellano. Por medio de este canal le pondré a sus disposiciones como un embajador de buena voluntad. Espero que así sea. Será un nuevo comienzo para todos mis paisanos haitianos que quieren contribuir, aportar, formar, reflexionar y educar desde tu propio hogar donde seas que te encuentres. La dinámica de tu aportación será para un cambio de mentalidad para nuestro país Haití chéri, la perle des Antilles. Y termino diciendo, si te sientes atraído por este inicio, bienvenido a todos. Y desde ya hay que empezar a trabajar para el fortalecimiento de nuestro país. Y preguntarán cómo ustedes pueden ser útiles a esta causa. Será de esta manera. Como se ha dicho en el propósito del canal, que es para aportar, educar, contribuir, formar y reflexionar. De todos estos puntos, en donde te sientes más cómodo, puedes aportar con una mini presentación de 10 a 15 minutos máximo para que llegue lo más lejos posible para el bien de nuestros hermanos en Haití. Para más informaciones me pueden escribir en mi correo que está debajo de las descripciones del video y suscribirse en este canal que es tu canal y de todos. Cuento con sus ideas y con sus aportes y sus comentarios. Todos serán bienvenidos. Hasta la próxima ocasión. Dios bendice Haití.